monsieur, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son Détour et toutes nos excuses pour ce léger retard et pour les quelques problèmes techniques qui ont fait que nous puissions commencer avec quelques minutes de retard. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Tengue Tengue. Bonsoir monsieur Tengue Tengue. Bonsoir monsieur Soli Benga. Chef d'entreprise. Vous n'aurez malheureusement pas d'inclus parce qu'on a des problèmes techniques. Monsieur Jean-Philbert Nombo, économiste. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Financier aussi. Bonsoir. Et enfin monsieur Patrick Goma, économiste aussi. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Pour parler de quoi? Vous parlez de l'économie cette fois-ci. Parce qu'au moins, ça va nous changer les thématiques que nous avons l'habitude d'aborder ici à Son Détour. Bien que on oscille entre l'économique, le politique et puis le religieux. La diversification économique, un passage obligé vers l'émergence en 2025. Nous allons essayer de nous poser cette question ce soir sur le plateau de Son Détour. Mais je m'en vais d'abord m'acquitter d'une tâche pour rappeler que le 10 juin 1991 prenaient fin les travaux de la conférence nationale souveraine après une cérémonie d'absoute, de lavement des mains entre les principaux acteurs de cet événement. 23 ans après, cette symbolique aurait pu être commémorée pour fixer les repères pour que l'oubli ne vienne pas faire le lit une fois de plus de tout ce qui a été décrié lors de la dite messe de retrouvailles entre la classe politique, la société civile et les congrégations religieuses. Que nenni. Après les violences de 93, l'horreur de 97 et les affrontements de 98, rien ne semble avoir interpellé la conscience collective, y compris celle des géniteurs du slogan « Plus jamais ça ». Lorsqu'on voit l'indifférence avec laquelle cette journée est banalisée, on dit seulement le 10 juin 1991 aura existé. Vive l'avenir. Quel avenir? Tous sont tournés vers le réalisme politico-économique dans la gestion des destinées de la nation. Il faut se projeter en 2025. Friand de slogans, adepte de petites formules et consommateur de rhétoriques bien faites, la classe politique congolaise, y compris ceux qui officient à la destinée de ce pays, consomme plus que d'habitude des concepts venus de cerveaux entre guillemets supérieurs, certainement pour leur faire avaler ou faire acheter encore entre guillemets de nouveaux concepts. Nous voici en train d'adopter, sans coup férir, de nouvelles expressions. Après l'autosuffisance alimentaire, voilà jeté dans la pavée diversification et émergence à l'horizon incertain. Point d'interrogation. Du 4 au 6 juin dernier, dans la salle de conférence d'un grand hôtel de la place, a eu lieu la revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale, avec pour action accélérer l'exécution des projets pour des résultats tangibles et durables. Pour la Banque mondiale, le partenariat qu'elle noue avec le Congo vise d'abord à mettre un terme à l'extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée. Philanthropie, certainement pas. C'est ainsi qu'une stratégie de partenariat pays 2013-2016 a été élaborée entre la Banque mondiale et le Congo, dont l'objectif principal est d'aider le pays à mettre à profit ses importants revenus pétroliers pour diversifier son économie et améliorer ses indicateurs sociaux. On y lit par ailleurs que le but ultime de la Banque mondiale est de contribuer à propulser le Congo à devenir un pays émergent. Fin de citation. Diversifier son économie dans le but ultime de devenir un pays émergent.
c'est loin d'être le tableau qui a été peint par Madame Sylvie Dossou, représentant résident de la Banque mondiale au Congo, qui lors de la revue du portefeuille a dressé un réquisitoire pour le moins sévère qui contraste avec les objectifs de la stratégie pays 2013-2016, propulser le Congo vers l'émergence. Morceau choisi. Un taux de croissance du PIB en baisse de 2005 à 2014, une baisse de la production pétrolière malgré la stabilité des cours du baril de pétrole, des dépenses budgétaires en hausse malgré des recettes en hausse, pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure qui avoisine 2600 $ par habitant, alors qu'il faut des revenus par habitant qui avoisineraient les 6969 $ pour devenir pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, ce qui est loin du compte. Et de 2010 à 2013, une reprise de l'endettement qui contraste avec le passage où nous sommes passés avec la réduction de notre dette. Une croissance non créatrice d'emplois, etc. À ce titre, tableau, si on y ajoute le fait que le secteur bancaire surliquide qui ploie sous les excès de liquidité et paradoxalement n'accorde que très peu de crédit au secteur privé productif, on comprend alors pourquoi le Congo occupe la place de 182e sur 189 dans le classement Doing Business. Nous n'allons pas nous étendre. Peut-on aller à l'émergence avec de tels résultats? Et si la diversification économique pouvait permettre de desserrer le taux de la dépendance du pétrole? Peut-on réussir sans que les conditions de bonne gouvernance, de meilleure distribution des ressources nationales d'agriculture performantes soient réunies? Autant de questions dont je ne vais pas passer en revue, mais qui pourront être débattues avec nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir un chef d'entreprise qui ploie certainement sous le poids des crédits qu'on lui octroie facilement par la banque, qui est en surliquide. Certainement qui nous dira que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'investir au Congo que ça n'était hier, et que c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise aujourd'hui au Congo, comme ça l'était il y a quelques années, ou c'est encore beaucoup plus difficile si l'État aide les entreprises à gagner de l'argent et même à créer leur propre structure. Alors, avec le résultat qu'on vient de ce tableau qu'on vient de peindre, peut-on atteindre l'émergence dans de telles conditions? Monsieur Tsenge Tsenge, que j'ai l'honneur d'avoir pour la première fois sur l'émission Sans Détour. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Sonny Mbenga. Vous savez, émergence, tant qu'on ne met pas le chiffre 2025, je pense qu'on peut toujours espérer. Mais bon, je crois qu'en 2025, c'est trop optimiste. On ne sera jamais émergent en 2025. Il faudrait vraiment un miracle. Et compte tenu des situations actuelles et qu'on n'a plus que, je crois, une dizaine d'années, à peu près 12 ans qui nous séparent, même pas d'ailleurs, de 2025. À mon avis, en 2025, on ne sera pas émergent parce qu'on ne pourra pas atteindre les critères d'émergence, et tout. Il est vrai qu'on a une croissance importante, c'est un des critères importants, c'est de la croissance, mais c'est une croissance qui est fragile, c'est une croissance qui ne tient que par le pétrole, par un produit, simplement, et tout. La diversification de l'économie aurait pu consolider cette croissance de façon à ce qu'on s'oriente, parce que l'émergence, c'est quand même une question de convergence vers, en fait, les mêmes critères que les pays développés. C'est-à-dire qu'on doit avoir une production manufacturée qui augmente, qui se diversifie, ainsi de suite. Alors ça, on ne l'a pas encore, disons. Je pense que émergence en 2025, il ne faut pas rêver. Je crois qu'on ne l'aura pas. Je pense que ça commence d'ailleurs de moins en moins à être un terme utilisé par les politiques au Congo. Je crois qu'on se rend compte que ce n'est pas possible. De plus en plus, disons. Je me souviens
En 2012, j'ai dit pour la première fois qu'on ne sera pas émergent en 2025, mais j'étais quand même content de voir que l'ancien ministre Moussa, qui était parmi ces ministres, ministre d'État du gouvernement, il y a encore 2 ans ou 3 ans ici, il disait qu'on sera émergent en 2025. Le voilà secrétaire général, je crois, de la... la commission. La commission, enfin, la CEMAC, et qui aujourd'hui dit aussi qu'on ne sera pas émergent en 2025. Alors, je ne vois pas pourquoi il n'a pas dit. il y a 2 ans, 3 ans, qu'il était membre de notre gouvernement. Et tout, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Alors, quelqu'un qui était responsable, ministre du Plan, de notre pays, qui, il disait à corps et à cri, ils ont fait dire au président de la République qu'on sera émergent en 2025, le voilà en dehors du Congo. Dire qu'on ne sera pas émergent en 2025, à la limite, on pourra faire une étape, ça sera juste une évaluation d'étape. Bon, c'est quand même hallucinant. Vous voyez, donc en fait, je crois que tout le monde sait qu'on ne sera pas émergent en 2025 et on sait tous pourquoi. Alors arrêtons de dire 2025 et travaillons sérieusement pour être émergent, peut-être en 2050, peut-être en 2080, si on travaille sérieusement. Hein. Je crois qu'en 2050, ça peut être possible, mais il faut travailler vraiment sérieusement. Faut-il accompagner le développement par des slogans pour que certainement on puisse y croire, parce que l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000, aujourd'hui diversification économique et émergence en 2025, il faut diversifier l'économie pour atteindre l'émergence. Faut-il des slogans pour croire? Moi je pense qu'on n'a pas besoin des slogans, parce que l'émergence ne se décrète pas. Il faut pour cela, d'abord ce qu'il faut savoir pour l'émergence, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois dans les années 80 par un économiste néerlandais qui était à la Société financière internationale pour désigner les pays qui avaient un fort potentiel en investissement, dans la Chine, l'Inde, etc. Mais quand on parle d'émergence, voyons un peu ce que la Chine a fait ces 30 dernières années. La Chine a connu un développement économique assez soutenu, important ces 30 dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils ont su réunir plusieurs conditions. La première, c'est que c'est le facteur travail. Le travail. Et la deuxième condition, c'est qu'ils ont créé les conditions d'une croissance soutenue, avec bien entendu l'amélioration des conditions de vie des populations. Et la troisième chose, ils ont su également profiter de la bonne santé des marchés financiers pour attirer les investisseurs chez eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre ce qu'a dit mon collègue, l'émergence ne se décrète pas, mais il faut, bien entendu, si on veut être émergent, en 2025, je vous rappelle que 2025 c'est dans 11 ans, donc il faut d'abord créer les conditions de cette émergence. Cela passe par la valorisation du travail. Or, il se trouve que nous sommes l'un des pays où on travaille le moins. On a plus de jours fériés que l'Italie, qui est la 3e économie de l'euro. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions on peut aller vers l'émergence. Par contre, pour ce que de la diversification de l'économie, je pense qu'il faut y aller dans cette direction, puisque aujourd'hui, nous le savons tous que nous avons les investissements hors pétrole ne représentent que 5% du PIB. 5% du PIB, c'est assez faible. Donc, si on veut diversifier notre économie, il faut également que nous puissions développer d'autres secteurs de l'économie qui sont des secteurs à très forte valeur ajoutée. Monsieur Gomez, on a l'impression que nous sommes soit des consommateurs de concepts ou de stratégies, j'ai dit, sorties de cerveau entre guillemets supérieurs et qui n'ont pas réelle emprise sur notre réalité. On se rend compte, depuis les indépendances, aujourd'hui, que nous sommes dépendants du pétrole et qu'il faut diversifier notre économie pour briser cette dépendance et certainement pour arriver à l'émergence en 2025, enfin, en 2000 quelque chose. Bon, mais déjà, il faut dire une chose. J'apprécie que M. Tsengue soit à la fois un peu optimiste et pessimiste. Optimiste parce qu'il pense qu'il faut lever le délai de temps. Pessimiste parce qu'il pense que le temps est un frein. Mais moi, je crois que fondamentalement, lorsqu'on veut atteindre un objectif,
La première des choses, c'est se fixer le délai. L'objectif de 2025, nous pouvons l'atteindre, mais à une seule condition. Sinon, à deux conditions. D'abord, il faut apporter suffisamment de réformes au niveau de la bonne gestion de nos ressources et financières et humaines. C'est comme l'a dit tout à l'heure M. Nombo, il faut qu'on aille vers cette direction-là. Le travail. C'est ça le premier facteur. Maintenant, le second facteur, c'est arriver, bien entendu, à faire des bons choix dans les projets. Il faut faire des bons choix, il faut arriver à faire des réformes qui puissent accompagner non seulement la croissance financière, mais la croissance surtout des ressources humaines, parce que c'est la clé. Pour être émergent, l'émergence déjà étant une quête permanente, nous ne vivons que pour ça. Ça veut dire qu'il faut aller vers l'excellence, vers les bonnes conditions de vie, les bonnes conditions de travail. Donc, dans un premier temps, il faudrait, moi je pense fondamentalement, qu'on puisse avoir d'abord, qu'on puisse accepter d'abord le concept. Et lorsqu'on a accepté le concept, il faut en ce moment trouver toutes les solutions qui se posent aux problèmes qu'il y a en face. Le problème, il ne faut pas qu'on voie les murailles, il faut qu'on passe au-delà de murailles. Le constat au jour d'aujourd'hui, tel que vous l'avez brossé dans votre introduction, selon le rapport de la Banque mondiale, ce constat, il est amer. Mais au-delà de ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut passer aux réformes. Mais parce que vous l'avez signifié que depuis 2010, notre production pétrolière est en pleine chute. L'unique élément qui nous maintient en vie, c'est la bonne tenue du marché pétrolier. Mais en ce moment, il faut anticiper sur les réformes. Comment accompagner le secteur hors pétrole pour que ce secteur se développe aussi rapidement pour être à l'abri du chute du marché pétrolier. Donc moi je crois que d'un côté, il ne faut pas être trop pessimiste parce que 2025, moi je crois pour 4 millions d'habitants, c'est possible qu'on atteigne l'objectif. Mais les conditions sont fixées. 1. Améliorer notre gouvernance. 2. Accélérer le travail. Donc faire attention aux ressources humaines qui sont les Congolais. Très bien. Accélérer les réformes. Comme on dit, le constat est amer. On dit, mais quels sont les freins finalement qui bloquent? Vous permettez que je réagisse un peu sur la question de la diversification. La stratégie en elle-même de se dire on va diversifier l'économie pour pouvoir rechercher l'émergence du Congo, en soi elle n'est pas mauvaise. En fait c'est une bonne stratégie. Ce qui tue le Congo, ce n'est pas tant un déficit de stratégie, un déficit de conception des stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir développer le pays. Ce qui tue le Congo, c'est un problème de management, de gouvernance. Voilà le problème qui tue le Congo. En soi, diversifier l'économie, c'est une bonne stratégie pour une économie qui est essentiellement centrée sur le pétrole et aujourd'hui un tout petit peu le bois et le reste. C'est une bonne chose, la stratégie qu'on voudrait mettre en place. Le problème aujourd'hui, c'est le management. Comment faire cette diversification? Quels sont les résultats que l'on obtient véritablement par les actions qui sont menées par le gouvernement aujourd'hui? Voilà la vraie question. Est-ce que les ressources, quelles sont les ressources dont dispose le Congo aujourd'hui qui peuvent permettre de tourner le dos, par exemple, au secteur pétrolier? Parce mais il s'agit pas de diversification économique, il faut moins qu'on sache quelles sont les ressources dont nous disposons, dont nous pensons que ces ressources-là peuvent faire le contrepoids Il ne s'agit pas de tourner le dos au secteur pétrolier ou au pétrole, pas du tout. Il s'agit d'utiliser les moyens, les énormes moyens financiers qui nous viennent du pétrole pour impulser des dynamiques économiques créatrices de nouvelles entreprises et de richesses. Dans d'autres secteurs comme le bois, nous avons du bois dans notre pays, comme les autres mines, nous en avons. Et comme l'agriculture et l'agroalimentaire, il s'agit en fait, on est un pays qui a une trésorerie énorme. Financièrement, nous avons de grandes ressources financières. Il s'agit d'utiliser ça comme un levier et d'utiliser ça convenablement comme un levier avec une bonne gouvernance. Ce qui différencie les pays comme la Chine, qui sont devenus des pays émergents, comme Singapour, comme le Brésil, en fait, c'est aussi la gouvernance. C'est-à-dire, c'est la qualité du leadership
que ces pays ont eu à des moments fondamentaux de leur existence. Et ça nous manque. Il faut qu'on sache comment on crée des entreprises. Nous sommes, vous avez dit, 182e aujourd'hui. 189e pays sur... on est dernier. Bon, vous voyez, c'est ça le problème là. Le problème de la qualité du leadership chez nous. Et ça, c'est le problème fondamental. 189... Mais attendez. Vous savez, depuis quand on est dans les profondeurs de ce classement? Ça fait des années. Si on n'est pas 189e, on est 185e. Si on n'est pas 185e, on est 182e. Si on n'est pas 182e, on est 187e. Ça fait presque aujourd'hui 8 ans ou 10 ans que c'est comme ça. Mais attendez, ça empêche qui de dormir? Je ne sais pas quel est le ministre qui est chargé de ce problème-là. Vous savez, ça veut dire qu'on ne crée pas des entreprises chez nous. Que c'est difficile de créer des entreprises chez nous. Mais il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Il y a un ministre, je ne sais pas lequel, mais est-ce qu'il a des insomnies? Parce que ce chiffre est mauvais depuis 10 ans. Ce type n'a pas d'insomnie. Il devrait en avoir. Et voilà le problème chez nous. On a un résultat qui est dit mauvais depuis des dizaines d'années. Et il y a quelqu'un qui est responsable de ce chiffre-là. Et il n'a pas d'insomnie. Il dort tranquillement. Des séminaires de renforcement de capacité, d'autant plus qu'on n'était pas habitué à ce genre d'exercice. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait culturel que nous n'étions pas non plus habitués à l'économie de marché pour avoir peut-être évolué dans un système communiste ou ça? Vous savez, en fait, la gestion axée sur les résultats. Vous savez ce qu'on devrait faire, à mon avis? Ce n'est pas de la gestion axée sur les résultats. Il faut faire en sorte que les rémunérations des gens, notamment des ministres, des directeurs généraux dans la fonction publique, dans l'administration, soient axées sur les résultats. Il faut faire de la rémunération axée sur les résultats. Arrêtons de faire la gestion axée sur les résultats. Moi, je pense pour rebondir, pour revenir un peu à ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes dans une économie de rente, mais il faut en sortir. Il faut en sortir pour aller pour développer d'autres secteurs de l'économie nationale qui sont des secteurs porteurs d'emploi. Je fais allusion, par exemple, on peut développer le secteur des services. La banque, assurance, les nouvelles technologies, pourquoi pas les énergies renouvelables, etc. On créerait beaucoup d'emplois si c'est un bassin d'emploi. Mais il faut que ça soit accompagné aussi par, comment dirais-je, la nécessité de revaloriser les collèges d'enseignement technique. Parce que si on crée d'emplois et qu'on ne forme pas suffisamment de jeunes, je pense qu'on ne pourrait pas y arriver. Donc il faut dans un premier temps développer les autres secteurs, indépendamment du secteur pétrolier bien entendu, et mettre en avant l'école des métiers pour donner la possibilité, l'envie aux jeunes d'apprendre un métier et d'avoir un emploi à la sortie donc d'une formation. Et c'est ce qui se fait ailleurs, et ailleurs on parle même des fonds souverains. Je lisais hier un journal où j'étais surpris, la Finlande qui a le fonds souverain le plus important, suivi du Koweït, 711 milliards d'euros. Parce qu'ils pensent déjà à l'après-pétrole. Donc il faut aussi une politique, notre capacité à pouvoir anticiper sur l'avenir. C'est ça le plus important. Et ça passe aussi par la formation. Oui, très bien. On peut revenir sur la formation, on peut ressasser, mais est-ce que l'environnement est propice pour la création de promouvoir le secteur privé, par exemple, pour que nous ne puissions pas rester dans les profondeurs de ce classement mais non. Au niveau du business. Non, déjà, il faut dire une chose. C'est vrai que d'un côté, l'environnement pose problème parce que les entreprises, pour se développer, ont besoin de ressources. Et ces ressources, ils vont les tirer où? Elles vont les tirer où? Au niveau, forcément, des banques. Nous avons des banques au jour d'aujourd'hui qui sont en surliquidité, ce qui est connu, le dernier rapport le dit. Mais paradoxalement, le crédit à l'économie est tellement faible. Donc, ça veut dire que c'est là qu'il faille travailler. C'est comme le disait M. Tsengetsenge tout à l'heure, le ministre qui est en charge de ces questions ne devait pas dormir, parce qu'il faut aller aux performances. Combien d'entreprises avons-nous? Dans quel secteur? Comment faire que rapidement ces entreprises se développent? Il y a des mécanismes et des réformes à mettre en place. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple au niveau des services de la fonction publique, vous avez plusieurs services où les gens sont pratiquement assis, ils ne travaillent pas. Mais ils ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de boulot, mais ils ne travaillent pas parce que le management pose problème.
celui qui est à la tête du service, sinon le ministre qui est à la tête du ministère, n'encourage pas, ne met pas en mouvement ses agents. C'est le chômage divisé, le sous-emploi. Vous avez des entreprises qui, au jour d'aujourd'hui... Ils sont dans leur ministère, ils jouent au Cogelo. Effectivement. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui n'arrivent pas à se développer. Vous avez un chef d'entreprise sur le plateau, M. Tsenge. Posez-lui la question. Combien de fois les agents du ministère des Finances, de la Fiscalité, sont arrivés au niveau de son entreprise pour regarder les problèmes qu'il a, l'accompagner dans le développement de son entreprise? Je ne crois rien du tout. Mais ces agents sont dans leur bureau, se tournent les pouces à longueur de journée, ils n'ont rien à faire. Mais c'est là. La question, est-ce que l'environnement est propice pour encourager le secteur privé à pouvoir s'épanouir? Parce que c'est un autre critère pour que... Oui, mais l'environnement est propice. Il faut savoir, il faut qu'on arrive à comprendre ce que c'est qu'un environnement propice. Ok. Il est propice déjà parce que les banques sont surcritées. Donc, il y a des liquidités pour accompagner ces entreprises. Mais le blocage... Ce ne sont pas des banques de dépôt, ce sont des banques de dépôt? Non. Au-delà du fait que ce soit des banques de dépôt, c'est pour ça que je parle déjà de la surliquidité qui est là. Ça veut dire quoi? Le ministère en charge de finances, qui est censé gérer les banques, devait mettre en place toutes les réformes nécessaires pour que la surliquidité qui se trouve au niveau de banques puisse accompagner ces entreprises-là. Mais ces réformes partent bien entendu du fait qu'il faut arriver à mettre ces agents de l'État autour de ces entreprises pour qu'ils encadrent ces entreprises, accompagnent ces entreprises vers la croissance. Un agent de l'État qui est mis derrière une entreprise, un agent de la fiscalité par exemple, qui est mis derrière une entreprise, qui appuie l'entreprise, qui accompagne l'entreprise vers la croissance, cet agent reçoit des bonus. C'est ça les réformes qu'il faut engager. Parce que lorsque l'agent a des bonus, ça encourage quoi? Ça donne le tonus aux autres. Donc au lieu de se tourner les pouces dans les bureaux, ils sont là chargés d'accompagner la croissance du secteur privé. Et c'est là les réformes qui manquent dans ce management que nous avons des problèmes avec le président Sassou et son gouvernement. Il faut que ça change. Il a des ministres qui dorment, comme dit M. Tsenge. En aucun seul instant, ils pensent à la République. Mais penser à la République, c'est penser à la construction des entreprises, par le biais, bien entendu, des banques qui sont en liquidité, par le biais de l'encadrement de ces banques. Mais parce que ce n'est que comme ça qu'on créera un secteur hors pétrole dynamique. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus difficile pour tout le monde de créer une entreprise. Maintenant, apparemment, c'est beaucoup plus facile. En un jour, vous pouvez créer une entreprise. Oui, c'est la théorie qui dit que c'est en une journée. C'est théorique. Lorsque vous arrivez au CFE, c'est jamais les mécanismes ont été simplifiés, donc on peut créer en une journée. Oui, bien sûr. Bon, je pense qu'il y a d'autres, vous permettez, je pense qu'il y a d'autres verrous qu'il faut certainement enlever. C'est la première chose, c'est, on a parlé tout à l'heure de le manque de crédit, les banques. Il y a une frilosité des banques à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi assainir le climat des affaires, la lutte contre la corruption également, c'est important. Et le manque de formation et d'information. Donc, autant des obstacles qu'il faut vraiment lever si nous voulons vraiment aller vers la diversification de notre économie. Et puis, il faut bien entendu aussi créer les conditions d'une croissance assez durable et soutenue pour attirer les investissements étrangers aussi dans notre pays. Et ça, c'est important, à mon avis. Oui. Vous savez, quand on parle de créer une entreprise, il faut distinguer la création de l'entreprise des formalités d'entreprise. C'est deux choses différentes. On a bien fait de vous inviter, vous êtes chef d'entreprise. Oui, vous savez, on peut faire les formalités de création d'une entreprise en quelques jours. Peut-être que ça prendra 2 semaines ou 3 semaines. Je ne sais pas, même si c'est 1 mois. À la limite, pour moi, je pense que ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas là que se trouve l'enjeu de la création d'entreprise. Ce n'est pas au niveau des formalités de création d'entreprise, qui sont juste des formalités administratives et juridiques. Il n'y a rien là, il n'y a pas de difficulté majeure. Que ça se fasse en 48 heures ou en 1 mois, ce n'est pas en soi là qu'il y a un point. Mais créer une entreprise, c'est quoi? Créer une entreprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une idée. Il dit, je veux faire telle prestation de service pour le compte de... ou je veux fabriquer de la chikwang à grande échelle. C'est une idée. Il a cette idée et il faut faire passer cette idée-là du stade de l'idée à l'entreprise, que ça devienne une entreprise qui produise. Alors, là, il y a plusieurs étapes.
je veux fabriquer de la chikwang, donc il faut que je transforme cette idée en un projet. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, chez nous, quand quelqu'un a cette idée, il frappe où? Il ne sait pas à quelle porte il faut que je frappe, qui va m'aider à faire passer mon idée à un stade de projet. C'est-à-dire, ça devient un projet, c'est quoi? C'est quelque chose qui est structuré, vous avez des objectifs, vous avez peut-être fait une étude de marché, ainsi de suite et tout, vous commencez à avoir un business plan. Comprenez? Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accueille. On n'a pas ces structures. Si vous, monsieur Sony Benga, voulez fabriquer du manioc, vous savez à quelle porte il faut frapper? Vous ne le savez pas. Vous n'avez aucune structure d'accueil chez nous d'un jeune étudiant qui se dit, moi, je veux faire du manioc, il frappe à quelle porte? Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui l'accueille. Ça, c'est déjà un handicap important. C'est ça l'environnement aussi des affaires. Après ça, une fois qu'il a le projet, vous voyez, une fois qu'il a son projet... Une fois qu'il a enjambé cette difficulté. Il a enjambé cette difficulté parce qu'il est allé voir X, M. Tsenge Tsenge, un ami qui l'a aidé parce qu'il n'y a pas de structure pour ça. Qu'il a peut-être aidé, il a maintenant son projet, il faut qu'il se dise des financements. Qui doit le financer? Comment il va financer? Quand il va à la banque, on lui dit, mais tu as quoi toi? Est-ce que tu as une parcelle et tout, et puis parfois on te dit, mais ton projet ne vaut rien. Parce que c'est ce que disent les banques aujourd'hui. La plupart du temps, on leur présente des projets qui ne sont pas bancables. Voilà. Et moi, j'ai vécu des choses comme ça, où non, c'est pas que mon projet n'était pas bancable, c'est qu'il me manquait des garanties. Vous voyez, j'avais un très bon projet, mais il manquait des garanties. Et donc, vous voyez, à la limite, qu'est-ce qui se passe véritablement dans cet environnement? C'est que la personne qui veut entreprendre, dans tout le parcours, de l'idée à la création de son entreprise, il est seul. C'est ça la solitude qui fait que la personne, on n'arrive pas à créer, la plupart des entreprises meurent dans l'œuf. Parce qu'il est seul. Le potentiel créateur d'entreprise est seul. Enfin, parce qu'il manque des structures. Vous acceptez quand même qu'une banque puisse de moyens de garantie, parce que c'est tout à fait normal. De l'argent, sachant que votre projet peut-être ne sera pas, comment on appelle ça, rentable. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Mais alors, le rôle de l'État... Vous créez une entreprise, je pense... Le rôle de l'État... toutes les garanties... Mais non, justement, regardez, vous croyez que le gars qui a créé Facebook dans sa chambre d'étudiant, il avait tous les moyens, toutes les garanties? Mais non, c'est que l'environnement aide aussi, apporte une assistance à des gens comme ça dont le cerveau travaille et qui créent des choses. Voilà, le problème c'est notre environnement. On parle toujours de l'environnement des affaires. Et l'environnement des affaires, c'est tout ça. Quand une banque, qui est une banque commerciale, c'est normal qu'elle vous dise, moi je vends de l'argent. La banque vous dira ça. Et il faut des garanties, ce n'est pas mon argent, la banque va vous dire ça. L'argent que je vous prête, il faut que ça revienne, il faut que je sois sûr. Et si ça ne revient pas, il faut que j'ai une garantie de vendre quelque chose. C'est tout à fait normal qu'une banque dise ça. Mais un État, quand une banque dit ça, que doit faire l'État pour pour lever cette contrainte-là, pour permettre à la banque de financer l'économie? Mais il faut qu'il crée des structures financières, soit de garantie, on appelle ça par exemple des fonds de garantie, qui permettent que à la banque de faire ce crédit-là, mais qui est garanti par ce fonds de garantie. Ça n'existe pas chez nous. On a créé, je crois, le FAGAS, mais qui ne fonctionne pas encore. Qui ne fonctionne pas. Ce qui se passe, vous voyez, c'est cela. Moi, on ne dit pas que la banque a tort. Elle est sur liquide, mais elle ne peut pas prêter aussi à n'importe qui. Et c'est tout à fait normal. Et surtout que la structure des entreprises privées au Congo, les entreprises privées nationales, elle n'est pas bien connue. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est quelles entreprises vous parlez comme ça? Non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas déprécier les entreprises congolaises. Non, ce que moi je vous dis qui est très... Je ne déprécie pas, mais je pense que si vous pouvez faire une situation des entreprises privées qui doivent accompagner le développement économique du pays, vous aurez du mal à avoir des entreprises qui soient de la taille de certaines, de celles qui passent des accords avec... Mais vous avez des petites entreprises. Avec d'autres entreprises. Vous avez des petites entreprises, monsieur Sony Benga, parce que l'environnement est difficile pour ces entreprises. C'est pas pour rien qu'on est 189e. C'est parce que la vie d'une entreprise est difficile dans notre environnement. Il faudrait bien que l'État joue son rôle pour que le créateur d'entreprise, l'entrepreneur ne soit pas seul. Ailleurs, l'entrepreneur n'est pas seul. Il a tout un ensemble de structures qui l'accompagnent, qui l'encadrent, qui le permettent de ne pas être seul. Chez nous, le créateur d'entreprise est seul. Je vous dis, dès le départ de l'idée, il ne sait même pas à quelle porte frapper. Il ne sait pas où aller. Je pense que tout après l'émission, les gens seront
ces difficultés-là et puis on pourra vous voulez réagir Non, c'était juste pour, la structure des entreprises pour aller dans le même sens. Je disais tout à l'heure que le secteur privé au Congo se compose de la manière suivante. Vous avez à peu près à peine une dizaine d'entreprises qui sont essentiellement basées à Pont-Noir, mais qui sont sous la houlette des multinationales. Voilà. Dans le chiffre d'affaires autour de 1 milliard, voire un peu plus. Et vous avez à peu près un peu plus d'une centaine d'entreprises qui sont à la limite du secteur formel. Et après, vous avez les très petites entreprises qui sont dans le secteur informel. Donc là aussi, il y a un problème. Il faut que nous puissions faire de telle sorte que les deux... Dans quelle catégorie mettez-vous les entreprises qui dépendent des marchés publics, qui, lorsque on ne leur paye pas... ça, ce sont les... Je ne parle pas des... Non, je dis dans quelle catégorie, parce que c'est aussi intéressant de savoir quelle est la structure des entreprises. Ils sont beaucoup plus dans le secteur informel. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas toutes les entreprises. Je ne dis pas toutes les entreprises. Je dis... ils sont aussi dans le secteur informel, mais pas toutes. Mais ce qu'il faut faire, c'est de faire de telle sorte que nous puissions aujourd'hui créer les conditions, des structures qui permettent aux Congolais, aux entrepreneurs, qui les encouragent à créer des entreprises, à aller dans la relation à réaliser leurs projets. À créer des entreprises, bien sûr, des bilans qui tiennent des bilans tous les ans, etc. Mais aussi, l'État, les pouvoirs publics l'État doit aussi, comment dirais-je, mettre la pression sur les banques aussi pour accompagner les entrepreneurs à réaliser leurs projets. Pourquoi? Parce que la mission d'une banque, c'est de donner le crédit et de collecter l'épargne des ménages. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les banques ne font pas leur mission. Et ça aussi, ça vient, comment dirais-je, à mon avis... Vous déposez, vous retirez. Bon, voilà. Donc, à mon avis, ça ne facilite pas les choses. Donc, il faut faire des efforts dans ce sens-là aussi. Je pense qu'on peut y arriver avec la bonne volonté. Ok. Monsieur Gomé, puis après, nous allons quand même suivre le petit reportage sur la revue de portefeuille pour regarder un peu le sujet, pour que nous puissions revenir sur la question que nous avons posée. Diversification économique, un passage obligé vers l'émergence en 2025, parce que nous parlons de diversification économique, peut-être certains ne savent pas ce que c'est que la diversification économique. Pourquoi est-ce qu'on doit diversifier notre économie? Est-ce que nous dépendons que du pétrole? Il y a d'autres ressources qui existent, quelles sont celles qui sont compétitives, qui peuvent peut-être pas venir nous pousser à tourner le dos, mais venir en appoint ou en appui au secteur pétrolier. Rapidement, et puis après nous allons partir. Bon, mais déjà le concept de diversification, vous allez remarquer que depuis que je prends la parole, je ne l'utilise même pas. Parce que notre économie ne souffre pas fondamentalement de diversification. Elle souffre de dynamisme. Je crois que c'est un peu M. Tsenge qui a relevé cela. C'est le dynamisme. Quel est le nouveau secteur qu'on va apporter dans l'économie congolaise? Le secteur du bois, il existe depuis toujours. Celui des mines solides, il existe depuis toujours. On va diversifier où? Au jour d'aujourd'hui, vous avez en face de vous un gouvernement qui vous dit diversification et vous parle de mines solides. Mais les mines solides, ça fait des années qu'on les exploite. Mais paradoxalement, c'est là qu'il faut encadrer. Vous voyez très bien que depuis plusieurs années, notre économie qui ne vit que de la rente pétrolière a eu beaucoup de difficultés dès lors que nous sommes restés dans les contrats de concession. Mais le passage des contrats de concession au contrat de partage de production nous a apporté suffisamment de ressources. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons les ressources qui sont là. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec le secteur des mines solides? Nous sommes repartis au contrat de concession. C'est là le danger. Parce que c'est ça la force d'un gouvernement. Savoir maîtriser les ressources. Savoir regrouper les ressources. Savoir trouver les ressources. Mais lorsque vous engagez un tel secteur, vous dites diversification de l'économie, parce qu'on lance le secteur des mines solides, mais vous repartez dans la situation qui nous a emprisonnés dans le secteur des mines liquides. Donc, dans les contrats de concession, ça veut dire que ce gouvernement, M. Sassou, ils n'ont rien compris. Mais il faut rester dans le contrat de partage de production pour maintenir un rythme. Mais parce qu'il nous faut beaucoup de ressources pour dynamiser les autres secteurs. Les secteurs de l'agro-pastoral, le secteur des services, ainsi de suite. Il nous faut suffisamment de ressources. Mais lorsque déjà dans la mobilisation des ressources, on ne trouve pas les voies qu'il faut, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et c'est pour ça tout à l'heure, lorsque dans votre introduction, vous avez parlé de slogans, effectivement, là nous sommes en situation de slogan, où vous avez un gouvernement qui vous fait des slogans, mais dans les faits, il n'y a rien du tout. Parce qu'ils sont conscients que rester dans les contrats de concession, c'est tuer la ressource financière du pays.
C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de là. Comment accompagner les entreprises? Comment dynamiser l'économie? Mais c'est en faisant des bons choix. Et vous allez remarquer que depuis toujours, nous sommes au mal côté, que ce soit sur le classement de business ou encore que ce soit dans la gestion de nos investissements. Pourquoi? Mais parce que nous faisons des mauvais choix. Nous avons des erreurs, le gouvernement fait des erreurs économiques graves. Nous avons relancé la situation d'endettement, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Entre 2010 et aujourd'hui, nous sommes repartis dans la situation d'endettement, ce qui n'est pas bon pour notre économie. Parce que si déjà en 2010... Ce constat, nous le tenons de la Banque mondiale. Mais je crois que sur vos plateaux, je l'ai dit plusieurs fois. Mais si déjà en 2010, nous avons atteint le point d'achèvement de l'ICFI-PPTE, c'était pourquoi? Mais c'est parce que notre situation d'endettement était pire. Et que ces partenaires ont eu à la limite pitié du Congo. Mais au lieu qu'on tire les leçons et construire des bonnes réformes, non. Nous sommes repartis. Et à côté de l'endettement est collé le déficit budgétaire. Vous ne pouvez pas faire avancer une économie dès lors que vous arrivez à essuyer année après année des déficits qui vont jusqu'à 18, 17, 18%. Mais comment allez-vous avancer? Mais ça veut dire que c'est là, par rapport au dernier rapport, le rapport que nous allons suivre tout à l'heure, mais quelle devait être la vision du ministre même des Finances? Comment est-ce qu'il devait anticiper? On devait déjà avoir une session d'urgence au niveau du gouvernement. Et au jour d'aujourd'hui, on devait déjà commencer à débattre sur les grandes lignes du budget de 2015 pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut intégrer dans ce budget afin qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne se fait. Ils ont ce rapport de façon anticipée. Le public l'a eu autour du 4, du 6, mais eux, ils l'ont avant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'intermédiaire pour anticiper? Rien du tout. Mais c'est là que nous devons avoir des vrais débats et non aller sur des faux débats que nous assistons au jour d'aujourd'hui. Il faut aller sur les vrais débats, la vie économique de la nation, la vie des peuples. Comment est-ce qu'il faut emmener le peuple au travail? C'est ça qu'il faut, des réformes. Non, nous venons au vrai débat. Hein, revenons au vrai débat. Aux questions économiques et peut-être on va laisser les autres questions à la périphérie. Nous allons partir à la régie pour suivre ce court extrait du reportage de la DRTV rendu par Pisca Marungu sur la revue du portefeuille de la Banque mondiale, et après on reviendra sur ce plateau pour nous poser la question sur l'opportunité de la diversification économique dans notre pays. À la régie, si vous êtes prêts, 2014, année de l'accélération et de la mise en œuvre des projets financés conjointement par la Banque mondiale et la République du Congo. C'est dans ce contexte que se sont ouverts ce mercredi à Brazzaville les travaux de la revue 2014 de la performance du portefeuille de la Banque mondiale en République du Congo. D'après une analyse faite par la Banque mondiale, plusieurs projets relevant des infrastructures comme le PEDU et le CABA, du développement humain à l'instar du PDS dans le domaine de la santé et de l'Isungi, voire dans le secteur de l'agriculture, à savoir le PDRP, s'exécute avec succès et avance progressivement vers les objectifs voulus. À côté de ces projets, les efforts sont à fournir pour le reste des 11 projets du portefeuille actuel de la Banque mondiale en République du Congo. Le Congo a du potentiel en ce qui concerne l'agriculture, les mines, le tourisme, la forêt, et nous aimerions voir ces secteurs avoir un peu plus de poids dans l'économie nationale pour encore une fois générer des emplois et permettre de lutter efficacement contre la pauvreté. L'économie congolaise est plombée par certaines contraintes que nous sommes en train de lever. D'où l'objet des nombreuses réformes, au niveau douanier, réformes au niveau institutionnel, réformes diverses au niveau de l'État pour justement créer les conditions de compétitivité de l'économie congolaise. Les causes sont multiples. La lenteur dans la réception des fonds de contrepartie du gouvernement pour la mise en œuvre des projets, la planification et le suivi peut adapter des conditions de mise en vigueur des projets, la faible implication de la société civile dans le suivi et l'évaluation des résultats sur le terrain.
À cela s'ajoute le contexte macroéconomique et social peu favorable, marqué par une croissance peu inclusive et moins génératrice d'emplois, l'absence d'appui du secteur privé par un secteur bancaire en surliquidité, la mauvaise position du Congo dans le classement Doing Business. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du directeur des opérations de la Banque mondiale pour les deux Congos, Estache Wayaro. Donc, le reportage revient sur ce que nous avions dit au départ, mais quelqu'un a parlé ici des réformes. Lorsqu'on entend le ministre du Plan parler que l'économie congolaise est plombée par un certain nombre de contraintes et qu'on a amorcé des réformes pour essayer de desserrer ces contraintes-là, ils sont quand même dans l'anticipation, monsieur Numbo. Non, il faut qu'on revienne. Vous savez, avant que le ministre Raphaël Mokoko n'arrive là, il est un cadre du ministère du Plan, il connaît ces choses. Ce n'est pas aujourd'hui que l'économie congolaise est plombée par ces leviers-là. Ça fait plus de 20 ans. Mais ça fait plus de 20 ans que la Banque mondiale et nous revenons sur les mêmes choses. Ou on est gestionnaire ou on n'est pas gestionnaire. Lorsqu'on gère, on se rend compte qu'on est plombé là, mais il faut trouver la solution sortie, qu'on ne revienne plus là-dessus. Mais lorsque Madame Dessous parle de dynamisme de notre économie, il dit nous avons une économie dynamique. Mais nous avons reçu le président Xi Jinping il y a 2 ans ici, qui a dit la même chose. J'ai vu un pays plein de dynamisme. Mais quelle est la véritable interprétation que nous donnons au mot dynamisme? Mais c'est un pays où il n'y a pratiquement rien qui est fait. Ça veut dire qu'on peut émerger dans tous les sens. Dans tous les secteurs, quelque chose peut bouger. C'est ça la véritable interprétation. Et vous voyez que M. Mokoko vient dans une théorie politique. Nous sommes plombés. Non. C'est là qu'il faut sortir. Il faut être technicien. Le technicien, c'est celui qui dit, voici là où nous sommes plombés, voici la solution qu'on va trouver. Est-ce que les entreprises sont bloquées ou à quel niveau? Voici la solution que nous allons donner aux entreprises. C'est ça, techniquement, qu'il faut dire aux gens. Mais vous avez par exemple un secteur comme celui du sport, qui est plombé depuis combien d'années? Vous avez vu le gouvernement trouver des solutions pour dire, nous allons créer suffisamment d'emplois dans ce secteur? Je vais vous prendre un exemple simple. Nous avons 16 équipes de première division au football. Combien d'équipes disposent d'un terrain de football? 0. Combien d'équipes disposent d'un comptable? 0. Combien d'équipes disposent d'un siège, d'un administrateur juridique? 0. Mais vous avez là une mine d'or là. Mais il faut aller créer les emplois là. Quel est le rôle du gouvernement? Mais ça allait simplement appuyer, soutenir ces clubs-là dans la mise en place des structures et permettre à ce que des emplois se développent autour. Mais vous voulez chercher les emplois où? Il faut faire venir les Chinois pour que vous trouviez les emplois. Mais les emplois sont au bout du nez des Congolais. Il faut aller vers les solutions. Il y a quelques semaines ici, je crois, quelques mois, nous avons passé une émission ici où nous avons dit ce qui se passe dans le secteur Prenons le tourisme. Du commerce, par exemple, où vous avez des unités de commerce qui ne tiennent aucune comptabilité. Il y a 2 ans, le gouvernement a pris une décision de mettre au niveau de tous les commerces des caisses enregistreuses. C'était déjà pour essayer d'accompagner quelque chose, de maîtriser le chiffre d'affaires de ces commerces au jour d'aujourd'hui. Rien n'est fait. Mais voilà les plans. Mais quand vous avez un gouvernement qui connaît ce qui se passe, qui refuse d'y aller, vous voulez quoi? Nous passerons 5 ans après, vous reviendrez, vous reposerez la question à M. Mokoko, il vous dira, notre économie est plombée. Il faut des réformes. Le portefeuille de la Banque mondiale compte 11 projets actifs et parmi ces 11 projets, il y a l'appui à la diversification de l'économie. Hein? C'est le projet EPAD. Je m'en vais seulement vous lire les 2 objectifs. Promouvoir la croissance des investissements dans le secteur hors pétrole. Secteur hors pétrole, donc c'est un mot qu'il faut qu'on y en parle, et promouvoir la croissance du secteur privé dans le secteur hors pétrole. Alors, je pense quand même que là, c'est quand même, c'est clair, favoriser la croissance dans le secteur hors pétrole. Accompagner le secteur privé
hors pétrole. Alors, on n'a pas de la structure des entreprises privées existantes. Il y a des financements. La Banque mondiale apporte 10 millions de dollars pour aider, financé par le Congo et la Banque mondiale. Certainement, ce financement-là existe, donc qui ne profite pas aux heureux bénéficiaires. Permettez, avant que M. Nombo et M. Tsenge interviennent, il faudrait que... Est-ce qu'ils sont même au courant de ça? Il faudrait que le public qui nous suit ce soir comprenne comment est-ce que ça fonctionne dans ces fonds-là. C'est pour ça tout à l'heure, on a dit que les fonds de contrepartie du Congo arrivent à contre-goutte. C'est là aussi que nous devons réfléchir sur la manière de mettre en place ces projets avec la Banque mondiale. La Banque mondiale intervient à quel taux souvent dans ces projets? C'est autour de 25%. C'est nous qui apportons le gros dans ce projet. Le gros. Maintenant, quand vous regardez dans le fonctionnement de ces projets, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que la Banque mondiale apporte? Généralement, c'est l'expertise. Et cette expertise, il la trouve où? Et parfois sur place. Parfois dans les pays qui sont frontaliers. Et le gros du projet est absorbé par l'administration et par ses experts. Mais n'arrive finalement à concerner quoi? C'est de la poussière. Ça veut dire que nous-mêmes, quand nous parlons de réforme, il faut qu'on arrive véritablement à réformer là. De telle sorte que lorsqu'on a dit qu'on met en place un fonds de 10 millions de dollars, mais que ça aille réellement chez le bénéficiaire. Réellement chez le bénéficiaire. Si la Banque mondiale doit venir absorber la totalité, ça les frais d'expertise, d'études, de machin. Si nous pouvons aller nous-mêmes de façon directe, parce que tout ce que la Banque mondiale et le FMI nous reprochent, c'est quoi? C'est la bonne gestion des ressources financières. Si nous pouvons aller nous-mêmes, il n'y a aucune contrainte avec eux. C'est vrai que nous avons des accords, mais il y a des éléments qu'on peut lever au niveau de ces accords pour aller de façon directe et que les bénéficiaires puissent jouir de ces avantages. Donc il faudrait que... Bon, je me suis permis de le dire avant que M. Nombo et M. Tsenge prennent la parole. Non. La seule chose que je voulais dire, je l'ai dit tout à l'heure, que les investissements hors pétrole ne représentent que 5% du PIB. Donc c'est vraiment très très faible. Et c'est pas de nature... Comment peut-on aller à la diversification de l'économie si on... Donc je dis déjà, rien que 5% du PIB, c'est très très faible. Donc ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir investir massivement dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Tout à l'heure, on a parlé du tourisme. On aurait pu... Aujourd'hui, nous sommes en train de construire beaucoup de bâtiments administratifs au titre de la municipalisation accélérée. Mais on peut, par exemple, dans le domaine du bâtiment, quels sont les métiers qu'on peut créer autour du bâtiment? C'est une question qu'on peut se poser. On peut former les jeunes à nettoyer le marbre, à être des marbriers, à être des vitriers, etc. etc. C'est ce que font les autres. C'est ce que nous ne faisons pas ici. Nous avons un ministère de la formation qualifiante professionnelle qui est vraiment un atout qui peut nous permettre d'aller vers la diversification de notre économie. Donc il faut concilier les investissements et la formation, donner la possibilité aux jeunes d'apprendre des métiers, aller à l'école des métiers. Il faut valoriser l'école des métiers parce que les métiers, les emplois dont on veut créer, c'est pas dans la fonction publique, c'est pas dans l'administration. Donc il faut aller vers ce secteur-là que l'agriculture, quels sont les métiers qu'on peut créer autour de l'agriculture, quels sont les métiers qu'on peut créer autour du bâtiment, etc. etc. C'est de cette manière-là qu'on arrivera progressivement à diversifier notre économie et à préparer aussi l'après-pétrole. Je vous ai parlé tout à l'heure des fonds souverains. D'autres pays pétroliers, soyons un peu regardants ce qui se passe ailleurs. Dans d'autres pays pétroliers, ça permet aussi de mettre de l'argent de côté. Voilà, de mettre de l'argent sur le côté. Non, de mettre de l'argent de côté pour préparer l'avenir aussi. Bon, mais ce qui est vrai, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons mis en place un fonds souverain qui a été voté par le Parlement depuis un moment. Maintenant, il est question, bien entendu, dans ce souci, de faire que ce fonds puisse réellement fonctionner. Déjà, la première année de 2014, je crois qu'on a mis à la disposition de la communauté internationale 500 milliards dans ce fonds souverain. C'est quelque chose pour essayer d'anticiper, c'est bien. Mais maintenant, il faut bien encadrer ce fonds souverain, que ça ne soit pas comme nous l'avons vécu avec les prêts qu'on a fait à la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, où c'est des prêts à taux zéro, pendant que nous-mêmes allions emprunter à des taux 1,75, 2%. Et c'est là les erreurs politiques, les erreurs économiques qui ont été faites par ce gouvernement. Oui, mais lorsqu'on parle de fonds souverains, et puis en même temps, vous dites que l'endettement
reprend de l'envol. Depuis 2011, nous avons repris. Mais ce n'est pas dramatique non plus, vous savez. Il ne faut pas non plus exagérer. La situation n'est pas dramatique. La situation de l'endettement du Congo n'est pas dramatique. Et puis un pays, c'est normal qu'il y ait de l'endettement. Un pays vit avec... en s'endettant. Hein. Vous savez, les États-Unis, c'est quand même le pays le plus endetté du monde et c'est la première puissance mondiale. Hein. Donc, il ne faut pas non plus qu'on fasse comme un mythe autour de l'endettement. L'endettement, on en a besoin. Une entreprise a besoin de s'endetter pour financer ses activités, ses investissements et tout. Donc, en fait, ce n'est pas là que se trouve véritablement le problème. Moi, je pense qu'en matière de problème de diversification, je voudrais quand même corriger ce qu'on a dit au sujet du PADé, le programme d'appui à la diversification de l'économie congolaise, qu'il y aurait, bon, qu'il ne resterait pas grand-chose, que les fonds vont dans le fonctionnement. Non, je pense que par exemple sur ce projet-là, c'est un très bon projet et je vais le dire assez rapidement, il semble qu'il soit plutôt actuellement en déficit de projets à financer. C'est-à-dire les Congolais n'ont pas amené suffisamment auprès de ce projet les entreprises suffisamment voilà. C'est l'objet de la... Alors, c'est parce que peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Ils ne sont pas suffisamment informés des gens. Mais voilà le problème également, ils ne sont peut-être pas suffisamment informés. Je dis tout simplement que là, il y a peut-être un déficit d'information. Et de formation. Non, de formation. Nous en avons parlé tout à l'heure. Oui, aussi, mais surtout... Mais il y a déficit de projet. Oui, mais ça fait partie des verrous qu'il faut lever. Parce que nous en avons parlé tout à l'heure. Un déficit en matière d'information et de formation. Non, et que déjà les gens sachent qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir comme financement là-bas. Vous voyez, c'est ça aussi déjà. Parce que moi, par exemple, je le sais au niveau du PADé, quel type de financement. Par exemple, si moi je veux un financement d'investissement, le PADé ne va pas le faire. Et je le sais, ce n'est pas l'objet du PADé. Par contre, si j'ai besoin d'un financement de renforcement de mes ressources humaines, de mes compétences et tout, c'est possible avec le PADé à travers des programmes de formation. Donc, il faut qu'il y a quand même de l'information. Mais je voudrais quand même revenir sur le problème de la diversification et de ce qui a été dit au sujet de ce que le ministre délégué chargé du plan a dit. Vous savez, le problème du Congo en matière de diversification, je crois que il faut, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues, on pense que notre administration ne sait pas qu'il faut valoriser tel métier, qu'il faut faire ceci aussi. Non, je pense que notre pays excelle quand même en matière de diagnostic. Généralement, en matière de diagnostic, nous faisons des bons diagnostics. Et aussi, généralement, en matière de stratégie... Quel remède quand... Voilà, le problème au Congo, je vais me répéter peut-être un tout petit peu, c'est un problème de gouvernance et d'efficacité de l'action du gouvernement. Vous voyez, prenez le problème de cette création d'emplois, parce que si on veut diversifier, le Congo sait que c'est à travers, le gouvernement le sait, que c'est à travers la création d'entreprises. Mais il se passe qu'on n'a pas de structure de création d'entreprises. Donc, généralement, le Congo ne sait pas comment on fait pour créer des entreprises. Nos fonctionnaires ne le savent pas tout à fait. Alors, on a mis en place un haut conseil du dialogue public-privé chez nous, qui existe, mais qui n'est pas opérationnel. Vous voyez, c'est ça le problème. Qui n'est pas opérationnel. Mais en combien de temps va-t-on faire en sorte que ce haut conseil du dialogue public-privé soit opérationnel? Si on veut être émergent, on dit en 2025. Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Si vous mettez 5 ans pour qu'un haut conseil du dialogue public-privé soit opérationnel, ou 10 ans, mais en combien de temps vous allez faire l'émergence? Vous voyez déjà ça. Ça pose le problème de l'efficacité du leadership gouvernemental. C'est-à-dire qu'on prend trop de temps pour réaliser un certain nombre de choses. A contrario, vous savez qu'il y a certaines choses qui vont vite. Il suffit de voir la municipalisation accélérée. Hein? Quand vous voyez qu'on va construire les bâtiments dans une région donnée, vous voyez qu'en 2 ans, ça se passe. Bon, les gens savent pourquoi ça se passe comme ça. Et pourquoi, pour un projet comme celui du Haut Conseil, qui est très important, parce qu'on sait que la diversification de l'économie va se faire avec la création de nouvelles entreprises. Et que ce n'est pas seulement des entreprises étrangères qui viennent. Vous voyez, malgré le fait que les entreprises étrangères viennent au Congo, on le voit, ils sont dans les mines. On les voit, Exaro, bon, on voit les entreprises chinoises qui sont ici, mais la création d'entreprises, on est toujours 189e. Ça veut dire quoi? C'est la création locale d'entreprises qui est un problème. Avec des Congolais.
congolaise. Congolaise. C'est ça que c'est bien indiqué. Et vous voyez, bien indiqué, et ça, la représentante de la Banque mondiale a bien dit. Il ne s'agit pas d'entreprises privées étrangères, mais d'entreprises privées nationales. C'est ça que je veux dire. Et donc, vous voyez, et là, nous ne savons pas faire. Je vous prends d'autres projets. Regardez. Mais pourquoi nous ne savons pas faire? Nous ne savons pas le faire et nous sommes efficaces. L'efficacité du gouvernement est très faible dans les actions, à part certaines actions, et on sait pourquoi, dans le domaine des travaux publics, parce que c'est très visible. On aime bien construire les routes, parce que une fois que vous avez fait ça, vous montrez que j'ai fait quelque chose. Une fois que vous avez construit le bâtiment de la préfecture à tel endroit, vous montrez que j'ai fait quelque chose. Mais ce qui est plus subtil pour le développement économique, qui permet de créer les richesses, qui permet de créer les entreprises, et ça ne se voit pas bien. On n'investit pas suffisamment d'énergie là-dedans et on est beaucoup moins efficace. Et ça, on a besoin. On a besoin que le Haut Conseil du dialogue public-privé fonctionne. Donc, vous pensez que les pouvoirs publics n'évoluent que dans la démagogie? Parce que tout ce qu'ils montrent, c'est juste pour faire finalement leur promotion. Mais écoutez, c'est très évident. Regardez tout l'investissement qu'on fait sur les travaux publics. Pourquoi? Parce que c'est visible. Ils ont besoin de visibilité, mais ce qu'on a besoin, c'est aller au-delà de la visibilité. Il y a des actions qu'il faut faire. Elles sont entrepreneuriales et le pays a besoin de ça. Tenez, je vais vous dire, prendre un exemple. Le Code du travail. Le ministère chargé, c'est le ministère du Travail. Il y a un Code du travail qui est en chantier. Ça fait plus de 5 ans qu'il est en chantier. Et un nouveau Code du travail qui est censé nous amener, normalement, qui devait nous permettre de faire, vous savez, c'est ça, vers cette émergence. Vers cette émergence et tout. Attendez, quelle est cette efficacité de ce ministère, s'il vous plaît, qui met 5 ans et le Code du travail ne sort toujours pas? Mais le Code du travail, c'est un instrument de gestion des relations entre les entreprises, l'État, les salariés et tout. C'est ça qui vous permet. Alors vous mettez 5 ans, un ministère du travail. Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est l'efficacité de l'action gouvernementale. On met trop de temps et ça fait qu'une fois que vous mettez trop de temps comme ça, vous ne réalisez pas. Mais pourquoi ils mettent trop de temps? Vous savez, parce que leur vie ne dépend pas des résultats en question. Ça dépend de l'argent du pétrole. Le pétrole, c'est notre malédiction. Vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? Le fonctionnaire ou le ministre, mais son salaire, ce qu'il gagne, ne dépend pas qu'on ait sorti comment ça s'appelle, le Code du travail en 1 an ou en 10 ans. Ça ne change rien, il a toujours son salaire à la fin du mois. Vous voyez, c'est ça notre problème. Et son salaire vient d'où? Son salaire ne vient pas du fait de ce résultat, son salaire vient du pétrole, c'est-à-dire le travail des autres. On a mis le gars. Hein, la gestion active sur mais justement, c'est d'abord pour eux. Hein. On n'a pas mis le gars pour eux. Le problème, c'est ça, notre problème d'effet de mode dont on nous parlait tout à l'heure. C'est encore un bel habit qu'on met. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait du leadership efficace qui prenne en charge la chose. Le gars, c'est un bon concept. Maintenant, quand vous n'avez pas des résultats et que votre résultat, en fait, vous voyez, il dépend. Bon, si votre rémunération dépendait du résultat, vous allez voir qu'on aurait plus de résultats. Il se passe que la rémunération des gens vient du pétrole. Il faut le dire clairement. Ça ne provient pas pour payer les fonctionnaires. Ce n'est pas le résultat de la fonction publique, du travail des fonctionnaires. Pour payer les fonctionnaires, l'argent vient du pétrole. Et donc, pourquoi voulez-vous que le fonctionnaire... Nos recettes... Pourquoi voulez-vous que le fonctionnaire travaille avec plus d'efficacité, plus rapidement? Pourquoi voulez-vous qu'il soit plus rapide? Il n'a pas besoin d'être plus rapide puisque pour le payer, l'argent vient d'ailleurs. Mais il y a une ressource, elle est quand même tarissable puisque les gens... Mais c'est justement là la faute du leadership. Et là, c'est grave pour l'avenir. C'est grave. Les ressources pétrolières sont tarissables et à terme, elles vont tarir le plus enfin, on attend, hein, peut-être le plus longtemps possible. Mais est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais de commencer à poser cette problématique de la diversité? Est-ce que c'est urgent par effet de mode? C'est urgent, monsieur. Aujourd'hui, si vous allez en RDC, je suivais pas plus tard qu'hier ou avant-hier un petit message de publicité du président Kabila parlait également de la diversification économique. Je regardais une publicité sur le Cameroun vantant aussi cette expression. Bon, chacun pour atteindre l'émergence. Est-ce que ce n'est pas un effet de mode que de parler
diversification alors qu'on ne sait pas ce qu'on y met à l'intérieur. Est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce qu'on y met à l'intérieur? Moi, je pense que c'est pas un effet de mode, c'est beaucoup plus une nécessité pour nous de le faire, parce que le pétrole, il faut penser à l'après-pétrole. Hein, le pétrole, oui, mais tout le monde y pense. Un jour ou un autre, il se trouve que on ne pourra plus avoir une économie qui est basée essentiellement sur le pétrole. Donc il faut aller un peu plus loin, et pour aller un peu plus loin, si nous voulons bien entendu penser à l'après-pétrole, il faut aller vers la diversification de notre économie. C'est-à-dire qu'il faut avoir que nous puissions nous donner les moyens, les capacités à avoir d'autres sources de revenus. C'est ça le plus important. Mais regardons un peu ce que se fait ailleurs, à Dubaï ou dans d'autres pays pétroliers, comment ils ont développé assez rapidement le secteur des services, par exemple. Tout à l'heure, je parlais des nouvelles technologies. Et encore aujourd'hui, on peut aussi parler peut-être des énergies renouvelables. Ce sont autant des bassins d'emploi. Si on veut lutter efficacement contre le chômage des jeunes, il faut développer tous ces secteurs-là qui peuvent nous apporter des revenus supplémentaires et lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Autant que nous faisons beaucoup de discours au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement qui crie à la diversification de l'économie, et autant le même gouvernement oublie que depuis 1996, sinon début 1997, nous avons une ressource de diversification de l'économie, qui est la PID, la provision pour investissement diversifié. C'est quand même 10% de nos recettes pétrolières. Et annuellement, cette ressource est autour de 30 milliards, 35 milliards parfois. Mais combien d'entreprises arrivent à tirer bénéfice de cette ressource qui est censée accompagner la diversification? Mais parce que c'est ça qu'il faut que les Congolais comprennent. Depuis 1996, sous le président Lissouba, il a mis en place cette provision-là. Mais depuis, ça existe dans tous les budgets de notre pays. Combien d'entreprises ont déjà bénéficié de la PID? Rien du tout. Donc, au moment où on crie diversification de l'économie, on devait plutôt s'arrêter et regarder. Nous avons la ressource de la diversification économique qui est la PID. Pour accompagner et les TPE et les PME. Combien de TPE, combien de PME on a accompagné? Rien du tout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, prenez de 97 à aujourd'hui, faisons le constat, posez les questions au niveau des ministres. Combien d'entreprises sont sorties, se sont développées avec la ressource de la PID? Combien? Ils sont incapables de vous dire. Mais vous criez à longueur de journée diversification de l'économie. Ils ne comprennent rien. Très bien. On va marquer une petite pause publicitaire et puis on va revenir parce que ça devient très intéressant. Parce qu'on a l'impression que on découvre la diversification économique aujourd'hui alors que la Banque mondiale ne fait qu'enfoncer un couteau dans du beurre puisque le chemin a déjà été tracé. Alors, une petite page de publicité et puis après on revient sur ce plateau pour la deuxième partie de l'émission. À la régie, si vous êtes prêts. Disons déjà, la Congolaise de Banque à votre service. Réveille tes sens à un prix rafraîchissant. Tous les grands téléphones sont composés de beaucoup de fonctions. Découvrez Eliki-Amoke, le plus petit de la gamme VMK adapté à ceux et celles qui sont très branchés et très exigeants. Vous êtes fanat des réseaux sociaux? Allez-y, partagez toutes vos sensations, vos projets, vos rêves avec ceux que vous aimez grâce à Facebook en un clic. Vous naviguez constamment et partout? Allez-y, effectuez vos recherches sur Google, envoyez et recevez automatiquement vos mails en un clic. Vous adorez la zik? Écoutez vos chansons préférées, allez-y. Vibrez sous le rythme des plus belles sonneries grâce au MP3 et à la radio intégrée. Vous adorez les vidéos? Allez-y, filmez et regardez vos plus belles vidéos en un clic.
Vous adorez les photos? Allez-y, saisissez instantanément vos moments fans et partagez vos joies avec vos proches. Et c'est pas fini! Son petit prix va encore plus vous surprendre. 25 000 francs CFA seulement. Ah ça, et Likiamoke, c'est grand d'être petit. Likiamoke, disponible dans nos agences de Brazzaville et Pointe-Noire à 22 500 francs avec MTN Mobile Money. MTN, everywhere you go. Mélange de bière et de jus de citron, Primus Radler est doublement rafraîchissant. Idéal pour nous les jeunes. Après match, namelaka Primus Radler. Na Primus Radler, nayo kakanzoto kitoko. Mélange et Primus na jus de citron et PC Primus Radler. Na Primus Radler, comme belle, pepele, pe bonzinga. Na Primus Radler, na comme la petite swag. Doublement fun, doublement rafraîchissant. Primus Radler. Que du bonheur avec Mr Money. Utilise et gagne jusqu'à 1 million de francs CFA. Des smartphones Samsung Galaxy S4 et Huawei W1. Pour activer, compose étoile 128, étoile 1, dièse, OK ou yes. Fais un dépôt de 500 francs minimum et effectue tes transactions Airtel Money pour être l'heureux gagnant. Utilise et gagne. Airtel Money, simple, sécurisé et instantané. Disons déjà, la Congolaise de banque à votre service. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour la deuxième partie. Je prenais la citation du secrétaire général adjoint de l'ONU et conseiller spécial pour l'Afrique, Cheikh Sidi Diarra, qui disait au sujet de la diversification économique, une plus grande diversité économique permettrait de multiplier les secteurs d'activité dont dépend l'économie, réduisant ainsi la vulnérabilité des pays aux chocs extérieurs. Alors, le constat qui a été fait tout à l'heure, c'est de dire que 5% seulement du secteur hors pétrole, c'est quasiment insignifiant, qui pourrait être considéré comme le secteur venant d'appui au secteur pétrolier, participe au développement de notre économie. Alors la question qu'on peut se poser, comment faire alors pour arriver à cette diversification? Comment faire pour arriver à cette diversification? Est-ce qu'il faut que les pouvoirs publics, instituts de force, prennent des lois contraignantes ou imposent les uns et les autres à s'orienter vers le secteur productif plutôt que vers la fonction publique, puisque nous tous nous voulons la sécurité. Ce Sonny Benga, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. C'est pour ça que je dis que généralement en matière de stratégie, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Je prends la lettre d'industrialisation du président de la République, hein, qui a été faite avant, qui est aussi, y compris dans la Nouvelle Espérance, plutôt le chemin d'avenir. Vous allez voir que dans la lettre d'industrialisation, on dit l'État facilitateur.
C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui va créer des entreprises, on ne veut plus créer des entreprises d'État. L'État va faciliter pour qu'il y ait création d'entreprises. Donc en fait, le rôle de l'État est bien clair. C'est de créer les mécanismes. De créer l'environnement. Est-ce que l'environnement existe? Voilà. Et or cet environnement est mauvais. C'est le rôle de l'État de faire en sorte que cet environnement soit propice à la création et au développement. Et je crois que ça, tout le monde l'a compris, y compris l'État et les pouvoirs publics. Tout le monde a compris ça. Maintenant, c'est l'action. Comment faire? Là, il se passe que nous n'avons pas d'expérience dans ça. Et parfois, il faut aller apprendre chez les autres. Chez les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont créé des structures qui permettent, c'est justement ça l'environnement, qui permettent d'accompagner le créateur d'entreprise pour qu'il n'échoue pas ou qu'il y ait moins d'échecs. Ces structures, c'est comme des pépinières d'entreprise, c'est comme des incubateurs à côté des universités où les gens peuvent créer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenez une école comme l'École nationale supérieure polytechnique. Eh bien, ils sont dans le génie mécanique, le génie industriel, le génie agroalimentaire. Mais ils peuvent... Cet exemple-là, vous tirez d'où? De France ou bien d'ici? L'école nationale polytechnique, c'est notre école ici, notre école supérieure polytechnique, qui est située à Diata, à côté de la piscine olympique, à côté du stade Massama Débat. Oui, mais je prends cet exemple-là. L'école nationale supérieure polytechnique, ce que l'on devrait faire, c'est quoi? Ce que l'on devrait faire, c'est de se dire, aujourd'hui, combien de nos jeunes créent des entreprises à l'école? Parce que ça se passe ailleurs. Étant sur le banc de l'école ou à la sortie ou pendant qu'ils soutiennent leur mémoire. On peut se dire aujourd'hui, c'est zéro quasiment pour l'école nationale supérieure polytechnique. Il n'y aura pas d'entreprise qui se crée pendant que les choses s'arrêtent. Alors l'objectif que peut se fixer un gouvernement, c'est de dire, je crée un environnement autour de cette école, qui est une pépinière ou un incubateur, qui permettent de pousser les jeunes qui sont en formation à créer des entreprises. Ça se passe ailleurs, ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Nous ne sommes pas plus idiots que les autres. Non, mais excusez-moi, ça vous interrompt. Est-ce que ce n'est pas un problème culturel d'ailleurs? Si les enseignants qui sont dans les écoles là ne changent pas leur façon d'enseigner, de dire qu'aujourd'hui nous allons passer de la phase théorique à la phase pratique. Mais il y a... Mais monsieur Sonny Béga, il y a des problèmes culturels. Mais attendez, mais ça ne veut... Moi, je pose la question partout vous aurez des problèmes culturels. Même face au numérique, au développement du numérique aujourd'hui, même les États comme la France ont des problèmes culturels d'adaptation. Mais vous aurez toujours des problèmes culturels. Ça fait partie des contraintes. Simplement, il faut les prendre en considération. C'est tout. Ce n'est pas le fait que les gens aujourd'hui, les professeurs aient des difficultés. Les programmes d'enseignement qui sont restés 20 ans les mêmes. Oui, mais est-ce que... je pense qu'il y a un ensemble des choses qu'il faut améliorer. Bien sûr, c'est l'environnement. Mais c'est ça l'environnement. Mais c'est ça. Si vous créez cet environnement, elle peut aider à ce que les programmes soient meilleurs. C'est évident. Vous avez même parlé de budget de la recherche. Il y a un ensemble des choses qu'il faut améliorer. Il y a un ensemble des choses qu'il faut améliorer. Les conditions de travail, les enseignants, le manque d'équipement. Il faut certainement aussi prévoir un budget à la recherche, parce qu'un pays, pour qu'il se développe, il faut aussi privilégier la recherche. Avons-nous consenti de l'argent, des investissements pour la recherche? C'est la question qu'on peut se poser. Donc c'est tout un ensemble. Mais est-ce que vous savez qu'il y a eu des étudiants congolais qui ont créé leur entreprise ou bien qui ont créé leur entreprise à partir de leur travail de mémoire? Ça existe. Oui, bien sûr. Mais justement, si ça existe, ça veut dire qu'on peut le développer, on peut le multiplier. Il faut aider. Quel est le pourcentage? C'est très faible aujourd'hui. Ce qu'il faut... On peut créer un environnement pour faciliter. C'est possible, justement. C'est possible. Pourquoi vous... C'est possible. Est-ce que nous voulons? Je sais que vous êtes très volontariste. Mais bien sûr. Parce que vous êtes vous-même chef d'entreprise et vous avez créé votre entreprise. Mais je dis, est-ce que l'environnement est favorable pour faire en sorte que ceux qui ont des idées, qui ont envie de créer, puissent trouver un environnement qui leur facilite? Mais non. La réponse aujourd'hui, c'est non, et nous le savons. C'est pour ça que nous sommes 189e. C'est ça le problème, nous savons tous. 182 sur 189. Ok, 182, c'est pour ça que nous sommes 182e. Et tout. Ça, on le sait, la réponse, on la connaît. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est de se dire, quel environnement nous mettons pour demain? Quel environnement bâtir? Voilà, c'est ce que doit faire l'État, les pouvoirs publics, avec
les chambres de commerce, avec les syndicats patronaux, avec les organismes d'appui au développement. C'est ça que nous devons mettre ensemble, en synergie, pour créer cet environnement, pour que demain, cet environnement soit meilleur. On le sait aujourd'hui. La réponse à votre question est immédiate. Sinon, on serait passé en 82e. On le sait aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez un ministre qui est responsable de ça et que vous êtes 182e, 187e, il faut qu'il se dise non, je ne dors pas tant que le Congo ne devient pas 150e ou passe de 10 points, il devient 130e. Le problème, c'est que ce type, il dort tranquillement. C'est ça que le problème est tout. Voilà. C'est pas grave. Même si on crie, il continuera toujours à dormir. Parce que ah non, c'est pas normal, il ne faut pas qu'il dorme. Il faut pas qu'il dorme. Il faut qu'on l'empêche de dormir. Il faut qu'on empêche ces gens-là de dormir. Ok. Alors, la même question que je reposais à M. Goma, mais l'environnement est-il propice, n'est-ce pas, pour faire en sorte que l'on passe de cette étape que nous décrions aujourd'hui, pour que nous allions réellement vers cette diversification économique avec des matériaux actuels. Bon, mais déjà, il faut dire une chose. Je sais que vous n'aimez pas le mot diversification économique, vous ne le prononcez pas depuis le début, mais enfin, en tout cas, ça existe, mais c'est aussi un projet. Allez-y. Oui, je disais que, bon, c'est vrai, je n'aime pas le mot diversification, je préfère dynamisme, dynamisme économique. Tout à l'heure, à l'ouverture, j'ai dit, lorsqu'on est en face d'un constat comme ça veut dire qu'il faut automatiquement penser solution. Et j'ai anticipé en disant qu'il faudrait que le gouvernement mette en place un certain nombre de réformes. Je vais vous prendre un exemple simple. M. Tsengezengue a parlé des incubateurs qu'il faut mettre autour des universités pour faire développer des entreprises autour de là avec des jeunes capables d'eux. Lorsque vous lisez, vous regardez de fond en comble notre loi de finances 2014. Nous avons une ligne qui a subi par exemple un bond qui ne s'explique pas. La ligne d'information militaire obligatoire, qui est passé de 1 milliard à 67 milliards. Mais nous sommes conscients que depuis que nous avons commencé 2014 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose dans ce sens. Ça veut dire quelle devait être la réflexion du gouvernement. Mais c'est déjà anticipé là-dessus. Nous avons des véritables problèmes qui sont des problèmes d'emploi. Donc ça veut dire qu'il faut reconvertir cette ligne en une ligne de création d'incubateurs, comme le veut M. Tsengezengue. Il faut affecter 60 milliards pour ça, au lieu d'affecter les 67 milliards pour la formation militaire obligatoire. Puisque nous sommes conscients qu'on ne va pas envoyer tous les jeunes à une formation militaire obligatoire. Donc il faut corriger là. Il y a des ressources à trouver pour financer les incubateurs. De l'autre côté, vous avez le budget de fonctionnement de l'État qui croît. C'est ce que nous reproche cette revue de la Banque mondiale. Nous sommes à plus de 1000 milliards de budget de fonctionnement. Mais il faut commencer à corriger ces choses. Je me souviens, il y a 2-3 ans, le ministre Ndongo a bien dit, au niveau du Parlement, que 700 milliards pour le fonctionnement d'un gouvernement, c'était déjà trop. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes passés au-delà de 1000 milliards. Ça veut dire que là aussi, il faut commencer à corriger des lignes budgétaires pour les ramener vers la création des emplois. Donc ça veut dire que c'est ça le travail du gouvernement. Réfléchir comment trouver des solutions. D'un côté, nous avons la PID qui est là, chargée d'accompagner. On peut dire au jour d'aujourd'hui que la PID, qui est autour de 30-35 milliards, sera chargée d'accompagner les TPE, les très jeunes entreprises. Mais de l'autre côté, on doit faire des économies au niveau des lignes, d'un certain nombre de lignes, notamment de la ligne de formation militaire obligatoire, notamment sur les lignes de budget de fonctionnement de l'État, donc ça peut être sur les lignes de biens et services, parce que c'est une ligne qui est totalement, je peux dire, budgétivore. Il faut ramener ces ressources vers la création des emplois, vers l'accélération des entreprises qui existent déjà. C'est ça qu'il faut faire. C'est un problème de ressources qu'il faut mettre en place et bien entendu le cadre qu'il faut pour accompagner. Il faut accompagner. Quel va être le rôle des chambres de commerce dans ce travail? Il faut encadrer les chambres de commerce pour qu'ils comprennent. Ce ne sont pas des clubs d'amis, mais c'est véritablement des unités de déclenchement de l'autre secteur privé. Parce que la visibilité d'une chambre de commerce commence à se... dans les chambres de commerce, est-ce que ce sont les... Mais effectivement, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, au-delà des difficultés, on propose des solutions à ce gouvernement. Revoir un certain nombre de lignes budgétaires pour prioriser. Mais donc, je me posais, est-ce que existe vraiment une volonté politique, une vision économique pour favoriser cette diversification ou bien ce dynamisme?
Bon, mais malheureusement, s'il y avait la volonté politique, je crois qu'on aurait atteint les objectifs. M. Tsenge vous a dit qu'en termes de constat, nous sommes formidables. Oui, ça veut dire que s'il y avait la volonté politique, on aurait atteint. Il y a une échéance, 2025, donc peut-être que... Mais 2025, il n'y a plus personne qui y croit. Je vous rappelle. Il n'y a personne qui croit à ça en 2025. Je vous rappelle que 2025, c'est dans 11 ans. Oui. C'est dans 11 ans, donc on n'est pas loin de 2025. Et ensuite, nous avons déjà un premier rendez-vous en 2015 avec les objectifs pour le millénaire de développement, en sigle OMD. Bon, je ne sais pas là aussi si on va y arriver. On sait qu'on n'y arrive pas, on connaît déjà le résultat. Nous ne sommes pas dans les clous déjà. Moi, je pense qu'il faut, c'est d'abord de cerner quelles sont les préoccupations de nos compatriotes, les Congolais. Les Congolais ont besoin d'avoir un travail pour lequel il est avec un revenu décent. Donc, un travail, il faut créer des emplois pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Je vous rappelle que j'ai eu la posture de regarder le rapport, on est à 46% du taux de chômage, ce qui est énorme. Au niveau des centres ruraux, oui. Et au niveau des centres ruraux, c'est pire, on est au-delà de 70%. Et on n'en parle pas. Voilà le débat. Le vrai débat politique, il est là. Le pouvoir d'achat, la lutte contre la vie chère. Mais donc, à mon sens, ce qu'il faut, c'est de pouvoir prendre en compte toutes ces préoccupations, les préoccupations des Congolais pour faire de telle sorte que les investissements, l'argent qui doit être débloqué puisse être utilisé de manière, comment dirais-je, rationnelle, rigoureuse, que les Congolais sentent une certaine amélioration des conditions de vie, qui sentent que vraiment il y a un certain effort qui est fait par le gouvernement pour améliorer leur quotidien. C'est ça le plus important. Autrement dit, on peut avoir tous les choix économique, mais si ces choix-là ne prennent pas en compte les aspirations de nos compatriotes, je ne suis pas sûr et certain qu'on va y arriver. Très bien. Pour parler des chiffres, je vais quand même dire que je m'appuie sur le document de la Banque mondiale au Congo. La stratégie de partenariat pays 2013-2016, d'après ce document, s'articule autour de 3 thèmes: compétitivité et emploi, vulnérabilité et adaptabilité, bonne gouvernance et renforcement des capacités. Donc vous voyez que on injecte l'argent pour essayer d'aider. Alors, vulnérabilité et adaptabilité, j'ai ici, d'après le rapport le constat fait par Madame Dessous, ce qui concerne les indicateurs de développement humain, 2005-2011, elle estime que c'est encore très bas parce que le taux de pauvreté est en baisse de 50,7%, est passé à 46,5%, et en milieu rural, il s'est aggravé. Entre 2005 et 2011, il est passé de seulement 7,7% à 74,8% en milieu rural. Il y a une baisse du taux de mortalité maternelle de 681 à 426 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile qui a chuté de 77 à 68 décès pour 1000 naissances vivantes. Et le taux de redoublement au primaire est de l'ordre de 25%. Donc lorsqu'on voit tous ces chiffres-là, où on est en dessous de la barre de 50%, où on est quasiment en situation quasiment catastrophique. Alors, bonne gouvernance et renforcement de capacité. Est-ce que ce n'est pas la question aussi, ou les questions aussi, qui peuvent être soulevées si l'on veut atteindre l'émergence en 2025, pour peu que nous ayons choisi de diversifier notre économie? Peut-on diversifier l'économie nationale, en ayant une gouvernance problématique, entre guillemets? Parce que c'est aussi le conseil qui est dressé par... Oui, mais juste, j'aimerais juste dire une phrase là-dessus, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons quand même aussi la Cour des comptes et de la discipline budgétaire. Bon, on a toutes les institutions pour être un pays démocratique, mais en réalité, moi, depuis que je suis là, je n'ai pas encore lu un rapport de la Cour des comptes qui épingle ou alors qui condamne, comment dirais-je, la mauvaise gestion, la mauvaise utilisation des fonds. Donc ça aussi, c'est un fait. Je pense que si on veut aussi
lutter contre la bonne gouvernance, mais nous avons une institution qui est là, qui peut aussi, comment dirais-je, mais il faut quand même condamner un certain nombre des choses, notamment la gabegie financière, etc. On dire aussi quand c'est positif. Mais écoutez, moi je voudrais quand même dire une petite chose. Vous savez, si on a mis ça, et ça, vous l'avez également au niveau du plan du développement, ça veut dire que les responsables politiques, le gouvernement, a conscience de ces problèmes de gouvernance. Attention, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas du tout conscience, puisqu'on veut parler de la compétitivité et des problèmes de gouvernance. Ça veut dire qu'on a fait le bon diagnostic. On sait que c'est un problème qu'il faut régler. Vous voyez, le problème n'est pas tant qu'on ne sache pas. Le problème, c'est plutôt la mise en œuvre. C'est comme aujourd'hui, et là je ne suis pas d'accord avec ce que disait M. Nombo tout à l'heure, que bon, il faut qu'on fasse les choses qui correspondent aux aspirations de notre population. Mais moi je suis sûr, quand je regarde le plan de développement, je pense que la plupart des choses, au niveau stratégie, au niveau de ce qui est défini, prend en considération les aspirations de notre population. Ce n'est pas le problème pour nous est un problème de mise en œuvre et d'efficacité de mise en œuvre. Et c'est là qu'on n'a pas de résultat, malgré le fait qu'on a fait des milliers de séminaires de gares de gestion axés sur les résultats. Ce n'est pas là le problème. Le problème se trouve au niveau du leadership, au niveau des actions à mener. Ce n'est pas que nos actions ne sont pas pertinentes, qu'on ne le fasse pas parce qu'elles ne correspondent pas du tout aux aspirations de notre population, ou que le gouvernement ne sache pas qu'il a un problème de gouvernance. Le gouvernement le sait. Il y a tout dans le plan national de développement 2012-2014, il y a 2016 plutôt, il y a des chapitres entiers sur ces questions de gouvernance. Le problème, c'est toujours ce problème d'efficacité de l'action du gouvernement. Voilà notre problème à nous. Quand le gouvernement n'est pas efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que notre gouvernement, effectivement, je l'ai dit... C'est bizarre, mais vous le répétez, mais enfin, on vous entend, on entend aussi d'autres aussi. Répétez toujours. Non, je ne l'entends pas au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ça le problème. Parce que nos représentants à l'Assemblée nationale ne disent pas suffisamment que le gouvernement n'est pas suffisamment efficace, qu'il prend pas suffisamment de temps pour aller. Et c'est ça le problème. Ils ne le disent pas suffisamment, la représentation nationale chez nous, députés et tout, ils ne disent pas suffisamment que ce gouvernement, notre gouvernement n'est pas suffisamment efficace, qu'il est trop lent dans la mise en place des actions qui permettent de résoudre des problèmes économiques, de création d'entreprises et tout. Ils ne le disent pas suffisamment. Je ne les entends pas suffisamment. Peut-être que notre ami Goma pourra nous dire que même si le Parlement criait haro sur le gouvernement, les gens évalueraient tout ça des révélations. Mais ce serait grave. Ce serait grave dans un pays. Si ça commence à se passer comme ça, ce serait très grave. Enfin bon, connaissant le fonctionnement de nos institutions, à ce niveau-là, il a fallu quand même que certains députés lèvent le temps pour que d'autres ministres viennent quand même parfois répondre aux questions du gouvernement. Alors que non, mais là, ça par-dessus la jambe. Enfin bon, sans rentrer par le débat que vous connaissez de la séparation stricto sensu des pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif, dont les membres du gouvernement ne répondent que devant une seule personne. Bon, à la rigueur, les députés peuvent crier, ça ne dit rien. Mais il faut qu'on les démette, hein, si c'est comme ça. Moi, je crois que le problème, il est dans l'interprétation, de la loi, et deux, dans l'efficacité, dans le management. Nous avons un problème de management au niveau de nos institutions, ce qui est réel. Le même management se pose au niveau du gouvernement, ce qui est réel. Donc, maintenant, lorsqu'il faut parler d'efficacité de nos institutions, oui, la loi est claire, l'article 154 est clair, un ministre peut être démis au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui ne se fait pas. Donc, c'est un problème d'efficacité de management. Maintenant, revenons sur la question même de création des emplois. Tout à l'heure, on a proposé quelques pistes. Mais je crois que c'est ce que le gouvernement devait faire. Écouter les pistes qu'on propose. Parce que l'expertise est là au Congo. Mais parce que tout à l'heure, M. Nombo était en train de dire, mais on juge un gouvernement là, dans la création des emplois, dans le développement de la richesse. Mais lorsque vous avez affaire à un ministre qui a en charge une question bien précise, notamment la question par exemple de la formation, qui 1 année, 2 ans passent et est incapable de vous dire, je suis passé de tel point, voici le point que nous avons atteint.
Donc déjà en termes même de gestion axée sur les résultats au niveau gouvernemental, il y a problème. Mais bon, tout ça est autour un peu... Mais je suis un peu désolé lorsque M. Tsenge prend un peu avec les gants, dit notre gouvernement n'est pas assez efficace. Non. Lisez un peu la note qui met en place le gouvernement en 2012. Mais là-dedans, c'est clair. Le président République écrit noir sur blanc, il dit c'est pour l'efficacité de l'action du gouvernement. Donc, il est conscient que nous avons affaire à un gouvernement inefficace. On n'a plus à commenter là-dessus. 2012, il met en place un gouvernement. Nous sommes en 2014, donc 2 ans après. Mais l'inefficacité est là. Qu'est-ce que le président République était censé faire aussitôt? Puisque 2 ans après, il n'a pas de résultat. Mais c'est balayer ces gens-là. Mettre en place un gouvernement capable d'accompagner la croissance. Mais est-ce que vous avez les mécanismes d'évaluation pour que vous puissiez apprécier l'efficacité de ce gouvernement? Au niveau du secrétariat. Celui qui les nomme, s'il les garde encore au-delà de 2 ans, c'est qu'il apprécie bien leur efficacité. Suivant les mécanismes, au niveau du secrétariat national du gouvernement et du secrétariat national de la présidence, on a mis en place des mécanismes de contrôle. Et ça nous coûte cher. Ce n'est pas moins d'1 milliard chaque année pour contrôler. On a mis en place une structure. Mais depuis qu'on les a mis en place, combien de rapports vous avez vu? Rien du tout. C'est comme tout à l'heure, M. Nomo était en train de le dire. Notre Cour des comptes est chargée de la discipline budgétaire. Mais lorsque la Cour des comptes délibère sur les lois de règlement, constate que année après année, nous essuyons des déficits budgétaires, la Cour refuse d'interpréter, plaque les chiffres, refuse de donner une interprétation, alors qu'elle est chargée de la discipline budgétaire. Mais la discipline budgétaire veut qu'on puisse interpréter et dire, voici sur tel palier, nous avons tel problème, il faut résoudre ça et passer à ça pour qu'on avance. Mais parce qu'il faut accompagner la croissance. Mais c'est là l'inefficacité de nos institutions, le problème de management. Il est au niveau des institutions. Sans vouloir critiquer, parce que je vois qu'on me fait signe bientôt, ça sera la fin, sans vouloir critiquer, est-ce que c'est pas aussi la question des ressources humaines qui se pose quasiment à tous les niveaux, puisque pour arriver à cette diversification économique, à l'émergence, il y a entre autres critères qui posent la question du management et puis des ressources humaines adaptées aux circonstances. Est-ce que ce n'est pas aussi ces questions-là qui font défaut? Bien sûr. Vous avez des questions de ressources humaines, c'est clair, ça se pose, mais il faut bien nuancer les choses. Je pense qu'il y a des choses que les gens sont capables de faire, c'est-à-dire nous avons dans notre administration, dans notre leadership, nous avons des gens qui ont certaines compétences pour faire certaines choses. Elles ne le font pas parce qu'il y a un certain nombre de considérations, de comportements qui existent et un certain nombre de pratiques. Elles ne vont pas le faire. Il y a aussi les lourdeurs aussi qui font que elles vont pas le faire. Les choses sont plombées aussi. Non. On parle d'abord des compétences. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on a des gens qui sont compétents et qui ne font pas certaines choses, même si elles vont dans le sens de la bonne gouvernance. Mais c'est simplement parce que la pratique en elle-même, elle est celle-là. Il y a une pratique qui est faite comme ça. Mais nous avons aussi un déficit, véritablement de compétences. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas faire, parce qu'on n'a pas l'expérience de les faire, notamment en matière de politique de création entrepreneuriale, les pépinières d'entreprise, les incubateurs, tout ce qui est environnement. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas faire et qu'il faut aller apprendre auprès des gens qui ont bâti ces politiques qui existent dans d'autres pays. Le cas de certains pays comme la Chine, qui sont devenus émergents. Comment ils ont fait pour qu'ils aient plus d'entreprises? Sur quoi ils se sont basés? Effectivement. Mais nous avons ces deux aspects qu'il ne faut pas oublier. Mais le problème le plus important, et je tiens à le dire, qui est celui de l'efficacité du gouvernement, il est dû au fait qu'on a une mauvaise pratique. Gouvernance, il y a des choses que nous savons faire, nous sommes capables de le faire, et nous ne le faisons pas, au détriment de notre pays. Voilà le problème. Et ça, c'est beaucoup plus grave que ce que nous ne savons pas faire. Ce n'est jamais au profit, au détriment de quelque chose, quand on ne sait pas faire quelque chose. Monsieur Nomo, entre autres, pour arriver à la diversification, les capacités institutionnelles et les ressources humaines doivent être renforcées. Donc, on en est là à constater qu'à ce niveau, il y a quelques faiblesses. Est-ce qu'on peut être performant sans tenir compte du renforcement des capacités, comme on le dit? Alors que chez nous, c'est des slogans. Renforcement des capacités.
J'exploite sur les résultats. Je pense que la réponse n'est pas dans les mots. Renforcement des capacités, je suis axé sur les résultats. Je pense que nous avons un vrai problème dans ce pays. C'est que nous avons perdu, je dis bien nous avons détruit l'effort au détriment de la facilité. Je disais tout à l'heure d'entrée de jeu que nous sommes l'un des pays où on travaille le moins. On a eu à l'Ascension 4 jours fériés, là encore on en a eu 4. Nous sommes l'un des pays où on travaille le moins. Notre rapport avec le travail n'est pas bon. On a plus de jours fériés que l'Italie, qui est la 3e puissance économique de l'Europe. À une période, à un moment où tous les grands pays pensent qu'il faut rallonger l'âge de la retraite. Il faut travailler davantage. Mais nous on passe beaucoup plus de temps dans les loisirs que dans le travail. Et je pense qu'il y a peut-être derrière... Les loisirs, parce que dans les loisirs, à ce niveau-là... Je pense qu'il y a peut-être derrière quelque chose d'assez pertinent, c'est que le Congolais a certainement compris depuis plus de 30 ans que pour construire une maison, acheter une voiture, il faut aller dans la politique. Et je pense que ce qu'il faut faire, si on veut vraiment aller vers l'émergence, il faut revenir aux fondamentaux. C'est le travail. Il faut travailler, il faut créer les conditions d'une croissance assez soutenue et durable qui va améliorer les conditions de vie des populations et non une croissance molle, puisque on nous parle depuis 10 ans, on nous donne des taux on nous parle que nous avons depuis 10 ans de très bons taux de croissance, 5%, 7%, mais cette croissance-là ne s'accompagne pas de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc pour moi, c'est une croissance molle. Il faut revenir aux fondamentaux, remettre le Congolais au travail, créer les conditions d'une croissance assez soutenue et assainir aussi le climat des affaires, etc. Très bien, assainir le climat des affaires. Est-ce que le but d'un gouvernement, c'est de créer des entreprises, de créer des emplois, ou bien de mettre les mécanismes qui permettent, c'est pas aux structures privées ou para-étatiques de créer soit des emplois, alors que souvent on fait le reproche à tous nos gouvernants de ne pas créer suffisamment d'emplois. Non, le rôle de l'entreprise, il faut le dire, c'est celui... D'un gouvernement. Le rôle d'un gouvernement, il faut le dire, c'est celui d'accompagner la croissance en faisant des bons choix. C'est dans le choix. Mais lorsque vous avez un gouvernement qui ne sait pas utiliser les ressources humaines dont il dispose, mais là, vous avez des problèmes. Parce que tout le problème fondamental, il est où? Mais il est dans le management. Ce ne sont pas les cadres qui manquent pour accompagner cette croissance. Les cadres sont là, mais ils sont mal utilisés. Donc le problème, il est dans la gestion des ressources humaines. Comme l'a dit M. Tiengue tout à l'heure, il y a des pesanteurs autour d'un certain nombre de choses qui puissent faire que, bon, certains cadres sont un peu réticents à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est là le rôle d'un gouvernement. Savoir encourager les cadres, savoir utiliser la ressource humaine qui existe pour qu'on arrive vers une croissance. Comment accompagner les entreprises? Comment permettre la création d'entreprises? Comment permettre la création de la richesse? Mais c'est pour cela, depuis plusieurs années, ce sont les mauvais choix qui nous ont mis là. Il y a des décisions qu'on aurait dû prendre. Il y a 5-10 ans qu'on n'a pas pu prendre. On a fait des mauvais choix. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'au-delà de la situation alarmante, mais il faut qu'on aille vers des positions, des prises de décision de telle sorte qu'il faut aller vers la croissance. Quand vous lisez ce rapport, moi je suis même un peu convaincu que quelque part, Madame Dessau a été un peu gentille avec le Congo. Lorsque vous regardez par exemple notre capacité énergétique, elle était super gentille. Lorsqu'elle dit nous avons à peu près comme ça autour de 600 MW, ce qui est faux. Mais parce que là, quand elle vous donne les 600 MW, ça veut dire quoi? Quel est le mauvais chiffre de la centrale à gaz de Pointe-Noire? Elle a pris 450 MW à Pointe-Noire et elle a pris 120 à Imboulou, elle approche les 600 MW. Mais si vous prenez le véritable chiffre de la centrale à gaz de Pointe-Noire, c'est 150 MW. Allez discuter avec la société ENI qui gère cette centrale. 150 MW. Vous collez à ces 150 les 120 d'Imboulou, vous êtes à peu près autour de 270 MW. Donc pratiquement la moitié de ce que Madame Dessou dit. Donc même là, elle était très gentille avec nous. Donc ça veut dire qu'il faut, dans la gestion et dans l'information que nous donnons, dans les indices que nous donnons, il faut qu'on fasse excessivement attention. D'un côté, on donne des chiffres qui sont élevés,
Mais de l'autre côté, on se rend bien compte que le courant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelqu'un me disait que ça fait un mois quasiment qu'il n'avait pas l'électricité chez lui et qu'il est obligé de rentrer un peu plus tard chez lui pour regarder mais lorsque vous n'avez pas le courant, pour aller dormir. Lorsque vous n'avez pas le courant, des sociétés comme celle de M. Tsengue Tsengue qui sont dans la création, ils vont faire quoi? Le groupe, hein? Mais le groupe, il coûte combien? Et le groupe, il vous donne quelle qualité d'énergie? Mais ils sont KO, ils ne peuvent pas travailler. Ça veut dire que s'il avait 10 soudeurs qui devaient agir là, ils ne peuvent plus agir, il est obligé de les mettre dehors. Vous créez le chômage davantage. C'est ça qui manque dans la tête de notre gouvernement. Ils ne comprennent pas ces choses-là. On va pas ouvrir le débat parce qu'on est quasiment, on arrive quasiment à la fin de notre émission. Je voulais rappeler parce que certainement qu'il y a des gens qui nous ont pris en cours de route. Le thème, c'était la diversification économique, un passage obligé vers l'émergence en 2025. Nous n'avons pas pris soin de définir ce qu'on entendait par diversification économique, mais je vais quand même le faire. La diversification économique est une stratégie de développement mise en œuvre par des entreprises qui souhaitent prendre position sur de nouveaux marchés pour à la fois développer leur chiffre d'affaires, mais aussi pour diminuer le risque de volatilité de leurs résultats associés à des activités concentrées. La diversification économique est souvent difficile à réussir dans la mesure où elle implique de gérer de nouveaux produits, de nouveaux clients et des marchés différents. Alors là, il s'agit dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'un État, d'un pays comme le Congo. Il s'agit seulement de dire qu'il ne faut pas non plus que les gens s'arc-boutent autour du pétrole. Il faut que le secteur agricole prenne sa place, parce qu'on ne peut pas imaginer quand même que l'œuf continue toujours à coûter 200 francs alors qu'on aurait pu l'avoir à 150 francs ou sinon à 50 francs et que les villages agricoles qui sont là ne puissent pas toujours produire pour permettre à la population d'abord locale d'être autosuffisant ou autosatisfait de la production et que bon, le secteur forestier également vienne en appui ou en appoint au secteur pétrolier. Alors autant de réflexions que nos gouvernants doivent prendre en compte s'ils veulent réellement que nous puissions atteindre cette émergence, mais pas à l'échéance fixée par les uns et les autres, mais parce que l'émergence, pour certains, ne se décrète pas. C'est d'abord un état d'esprit, et cet état d'esprit a du mal à gagner les mentalités, sinon le comportement des Congolais. Alors, nous plaidons pour que, à terme, nous puissions l'intérioriser et que nous puissions nous tous nous mettre au travail, puisque c'est la première des valeurs, comme a dit M. Noumou. Merci M. Tsengue Tsengue d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci mon cher Jean-Philbert Nombo. Merci à Patrick Goma pour avoir répondu à cette invitation pour débattre du thème diversification économique, passage obligé vers l'émergence en 2025. On est en train de dire oui. 2025, certainement pas. Merci pour votre fidélité à l'émission Son Détour. Rediffusion demain, on est déjà on est au-delà, après le journal de 0h et vendredi à partir de 15h sur la même chaîne. Mardi prochain, nous revenons sur la signature de la Convention sur la circulation et l'établissement des personnes entre le Congo et la RD Congo pour poser la question de savoir si l'opération Mbata Yabakolo est mise entre parenthèses. Donc le thème de la semaine prochaine, après la signature de la Convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens entre la RDC et le Congo, quel avenir pour l'opération Mbata Yabakolo? Parce que certaines personnes ont dû nous dire, mais on a mis entre parenthèses cette opération et que va-t-il se passer? Le gouvernement congolais a-t-il pris des décisions qui vont à l'encontre de cette opération? Oui ou non, on le saura mardi prochain. Merci pour votre fidélité, générique, et à la semaine prochaine.